Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de Commercial Équitable. Aujourd'hui, vous allez apprendre et surtout, vous allez avoir le point de vue d'un neuropsychologue, on peut dire ça comme ça? Ouais, on peut dire, en tout cas, on peut dire un psychologue expert en neurosciences. Voilà, sur la vente justement, parce que ça peut paraître particulier, mais toutes les études qui ont été faites depuis des années maintenant sur les meilleurs canaux de persuasion, la meilleure manière de convaincre, en fait, les meilleures études qui ont été faites par des psychologues, des psychosociologues, on peut dire ça comme ça? Alors, tu avais d'abord tout un courant de la psychologie clinique, ouais. Qui se sont intéressés à qu'est-ce qui se passe quand on... C'est quoi la psychologie d'un acheteur, en fait? Et donc, du coup, quelle psychologie doit avoir un vendeur? Après, tu as la psychosociologie, c'est plus intéressé aux interactions avec la masse. C'est quand je vends à de la masse, quand je m'adresse à de la masse, au niveau social, comment je peux assurer un discours qui percute fort vers la masse. Et puis après, tu as les neurosciences qui sont mis à décortiquer, en fait, le schéma cognitif et les différents circuits au niveau neuronal qui se passent quand je fais un achat. Alors, même si ce n'est pas la panacée, on a quand même des vraies informations là-dessus et c'est intéressant. Alors, on a la chance d'avoir justement David Lefrançois qui vient nous faire une méga présentation déjà sans l'avoir présenté. Donc, David, je peux dire quoi? Je peux dire que tu es psychologue du coup. Je suis psychologue de formation. Psychologue de formation, coach. Je suis coach et je forme des coachs, c'est le propre de mon institut. C'est fou parce que d'habitude, la psychologie, le coaching, c'est... Enfin, généralement, les psychologues n'aiment pas trop les coachs. Que, oui, et c'est une erreur parce qu'à force de croire que les coachs ne sont pas des psychologues, on en oublie toutes ces dimensions qui est super important de la relation psychologique et que même si on n'est pas des psychologues, on appartient à cet univers et d'ailleurs on a les mêmes travers dans nos relations. Tu sais, il y a des transferts, des contre-transferts, des projections et je pense qu'un coach qui n'est pas équipé d'une vraie culture psychologique est un coach qui peut parfois être aussi dangereux pour ses clients. Donc moi, je suis fervent de se dire, ce ne sont pas des univers qu'on doit opposer, mais marier avec intelligence parce qu'on ne s'adresse pas aux mêmes personnes, qui n'ont pas les mêmes besoins, mais pourtant il y a des bases communes qui doivent être des bases fortes et intelligentes sur lesquelles on ne peut pas faire l'impasse, de mon point de vue. Alors, je suis psychologue, je ne vais pas te dire le contraire, mais en même temps, c'est important parce que derrière tout ça, tu as quand même un client, et comme disait une copine, on ne joue pas à touche psy. Tu vois, moi, d'accompagner une personne ou même de former des coachs, je pense que c'est l'une des responsabilités les plus importantes que j'ai prises de toute ma vie. Et on ne joue pas avec ça, tu vois. Je peux vendre un produit, une caméra, un ordinateur, je peux me tromper, il n'y a pas mort d'homme. Mais accompagner une personne dans une difficulté profonde, ça peut avoir des incidences majeures. Bon, toi, tu as une réussite quand même assez magnifique, assez incroyable. Donc, tu es parisien, mais tu es quoi? Enfin, tu fais des conférences au niveau mondial, tu vas au Canada, tu vas partout. Ouais. Partout où on me réclame. Intergalactique aussi, presque comme Martin là-dessus. Mais oui, mais comme Martin avait posé une option sur l'intergalactique, je voulais pas aller sur son terrain parce que je l'aime beaucoup. Et donc je me suis dit, bon, bah, peut-être qu'il y a certaines planètes sur lesquelles il n'est pas encore, je pourrais essayer de tenter ça, tu vois. C'est clair. Et donc du coup, alors, quelle est ta vision du commerce? Ma vision du commerce, c'est que... D'abord, je trouve que c'est l'un des plus beaux métiers du monde. Il faut rappeler que faut rappeler qu'il n'y a pas une seule entreprise sur cette planète qui peut exister dans une logique de structure commerciale. C'est-à-dire, moi je parle d'intelligence commerciale. Tout comme il y a l'intelligence émotionnelle, tout comme il y a l'intelligence motivationnelle ou relationnelle, je pense qu'il y a une véritable intelligence commerciale et cette intelligence commerciale, elle couvre un tas de domaines qui sont intéressants et qui vont assurer à une entreprise de pouvoir garantir sa prospérité. Parce que la seule chose qui garantit la prospérité dans ce monde, c'est le fait d'être dans une logique commerciale et dans le fait de, pas simplement de produire un produit, parce que, je ne vais pas dire que c'est facile, mais finalement, on a tous des bonnes idées, on a tous des compétences, des connaissances. Là où se passe le problème, c'est à partir de quand j'en fais des bénéfices. À partir de quand, depuis cette idée, je vais fabriquer un commerce permettant de générer des profits et de faire vivre des personnes. Et là, c'est toute une logique, une réflexion de base dans laquelle on va y mettre le marketing, bien sûr, le web marketing. Mais je trouve que, pour moi, tu vois, Aimé Jacquet, à une époque, disait « j'ai beaucoup de respect pour les attaquants ». Parce que moi, je n'étais pas attaquant, parce que je n'osais pas, parce que ce sont des gens qui vont au terrain, qui vont au contact. Dans les bleus, exactement, tu vois. J'ai le même respect pour les vendeurs. Pour moi, c'est une race à part et c'est une race qui n'est pas suffisamment valorisée. Même dévalorisée. Même très souvent dévalorisée. Et j'honore les personnes qui sont dans une logique de « je suis un vendeur, je le revendique ». Et quel que soit votre business, c'est super important de considérer que vous devez être bimétier aujourd'hui. Aussi bon dans l'art qui est le vôtre que dans l'art de le vendre. Parce que si vous n'avez pas intégré ça, vous pouvez être le meilleur coach du monde, tu peux mettre le meilleur conférencier, si tu n'as pas de clients, ça te fera de belles jambes. Alors, on vit dans une société dans laquelle avoir des belles jambes, c'est sympa, mais des clients, c'est mieux.
Non, c'est sûr. Puis après, c'est vrai que le commerce est partout. La relation de vente, la relation d'influence, elle est partout. Évidemment. Tu sais, hier, je suis allé au cinéma et je disais à mon épouse, c'est quand même sympa ton cinéma. Je trouve que l'accueil est super bon. C'est les mêmes depuis 2-3 ans qui sont là et ils sont juste à la caisse. Mais c'est un sourire. À force, ils nous voient. On est très cinéphile avec mon épouse. Donc, il y a une petite relation. Qu'est-ce que vous allez voir ce soir? Et je trouve que ça, tu vois, ça, c'est une dynamique commerciale qui vaut son pesant d'or. Parce que, à la limite, moi, j'ai envie d'aller dans ce cinéma-là. C'est pas une punition d'y être. Et l'expérience, elle est agréable. Pas simplement quand je vais voir le film, mais avant et après. Et à ce moment-là, le gars qui a ce complexe-là, eh ben, il a tout compris au business. C'est quel complexe? C'est Aqua Boulevard. Aqua Boulevard, ouais, c'est facile à se garer, tu vois. C'est le gourmand de l'Aqua Boulevard. Aqua Boulevard. Non, c'est vrai, je suis assez d'accord avec toi. Après, tu sais, les commerciaux ont mauvaise presse. Moi, je forme des commerciaux depuis des années maintenant. Et c'est vrai qu'ils ont mauvaise presse parce qu'il y a des mauvaises pratiques qui se font. Tu vois? Donc, aujourd'hui, en fait, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur quelle est la limite, selon toi, entre les bonnes pratiques et les mauvaises pratiques dans le domaine du commerce? Je me permets de te couper parce que, en fait, cette problématique-là, on l'a toujours eu dans tous les métiers du monde. Tu parles du coaching, et s'il y a bien un métier, le coach, il peut s'installer. Tu peux mettre coach demain sans avoir eu de formation spécifique, de diplôme. Ok. Donc, du coup, tu as aussi là un métier, comme la vente, qui est une porte ouverte avec un spectre extrêmement large de possibilités d'arnaque. Alors, je vais te dire un truc. Moi, quand les journalistes venaient me voir, ils me disaient, mais finalement, dans votre métier, on voit qu'il y a du bon, il y a du très bon. Voilà. Dans tous les métiers du monde, il y a une règle d'or. Tu peux faire ton métier comme un junior, un senior, un expert ou un maître. C'est aussi simple que ça. Tu n'as pas un métier du monde, tu as des avocats véreux, tu as des huissiers de justice véreux. Même si tu vas dans les métiers hyper ordinales, tu auras toujours des mecs qui sont des sombres merdes et qui vont profiter de la faiblesse de l'autre pour essayer d'en profiter. D'abord, ça dure qu'un temps. La plupart du temps, ils sont tous chopés et ça ne tient pas sur la durée. Maintenant, la vraie logique, qui est une logique d'intelligence quand on fait du business, c'est de se dire, il faut que je fasse un business qui dure. Alors déjà, choisis le bon business. Si tu sens que tu es dans un business qui ressemble un petit peu à une arnaque, il ne va pas. Fais autre chose, parce que de toute façon, tu ne dureras pas. Considère que ton image, elle est super importante en tant que vendeur, en tant que coach, en tant que conférencier, en tant que formateur. Donc, si tu as une logique d'image à long terme, tu te dis, OK, j'ai le choix finalement de faire mon métier comme un junior, un senior, un expert ou un maître. Qu'est-ce que je dois faire pour être un maître dans ce domaine? Au niveau de ma présentation, au niveau d'éthique. Tu sais, pour moi, l'étape, la vente, le commerce en général, c'est quelque chose d'incroyablement calibré et simple. On a des suspects dans cet univers. Ces suspects, on doit les transformer en prospects. Ces prospects, on doit les transformer en clients. Et ces clients, on doit les transformer en ambassadeurs. Enfin, tu as 4 étapes. Réfléchis et pose-toi la question, c'est quelle peut être ma dynamique d'excellence dans ce domaine? J'ai un restaurant, je suis à Saint-Trope, je m'installe. Tous les jours, je vais avoir des gens qui vont passer devant chez moi. J'ai mon site internet, j'ai des suspects. Qu'est-ce que je fais pour les intéresser? La qualité de ma carte, la présentation du lieu, le style. Ok. Le gars, il s'intéresse à ma carte, il devient prospect. Qu'est-ce que je mets dans ma carte? Comment je présente les produits? Le neuromarketing dit vachement de choses intéressantes là-dessus. On te dit que si tu vends des frites au cabillaud, des frites cabillaud par exemple, vends pas des frites cabillaud. Vends un cabillaud façon grand-mère, avec la sauce moutarde de Dijon, avec les frites à l'ancienne. Parce que la simple présentation comme ça va générer une représentation mentale qui va dire et si on essayait? Et quand ils essaient, ils sont déjà clients. Si après toi, tu es dans une logique de qualité de ton produit et dans une logique de qualité de service, et que le gars, il vit pas simplement une expérience gustative sympa, mais qu'il vit une expérience globale sympathique, de qualité, en disant j'ai passé un bon moment, j'en ai eu pour mon argent. Eh bien, il y a toutes les chances qu'il revienne, ou que lorsqu'il va croiser des potes sur la croisette, écoute, il y a un petit restaurant, c'est super top. Donc, quand tu as cette logique-là, moi je suis toujours éberlué de voir des lieux, tu parles de Martin. Ça me fait de la peine quand je dis à Martin, c'est sympa Paris, tu aimes? Il dit, la ville est fantastique, mais je peux pas supporter les gens. Je comprends pas qu'il n'y a pas le sens des services là. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Enfin, il faut quand même que tu te rends compte qu'à Paris, à Sainte-Anne, il y a une unité spécialisée qui reçoit les Japonais qui sont en dépression. Pour la simple et bonne raison, c'est que quand des Japonais viennent en France, quand ils viennent pour un laps de temps très long, ils ne se sentent tellement pas considérés
Parce que dans leur pays, il y a le sens du service, du devoir. Tu vas au Japon, tu vas à Tokyo, tu rentres dans une boutique, le mec te lâche pas. Mais c'est pas un truc lourd, tu vois. Oui, c'est naturel. Dans les souks de Marrakech où on te dit allez, viens mon frère, viens. Non, c'est vraiment un truc, je suis là, et si tu as le moindre désir, mon job c'est d'y répondre. Et quand ces gens viennent en France, même quand ils vont chez des grandes marques comme Vuitton, des choses comme ça, les gars disent je voudrais un sac, c'est là-bas. Mais je vais claquer 3000 € dans ton sac. Je sais pas, il y a un moment donné un peu de respect pour moi. Et quand tu te dis qu'on met en place une unité à Sainte-Anne, alors on peut dire que ces Japonais sont des débiles, mais on peut aussi se dire on n'a rien compris au business. Et quand tu as un Canadien qui vient ici, qui organise des belles opérations comme celle-ci, tu dis mais mec, oh, viens là tous les ans. Et si tu peux venir 3 fois par an parce que je vais t'offrir un service tellement top que tu vas tomber en amour, comme disent nos amis canadiens, bah c'est top. Et tout ça, tu sais, ça tient vraiment d'une réflexion de fond, d'une logique de j'ai envie de faire plaisir à mon client. Voilà, c'est comme ça. Donc ta vision, c'est ça, c'est vraiment de dire, ben voilà, d'avoir cette notion de service, ça va naturellement transformer tes clients, ton suspect en prospect, ton prospect en client et ton client en fan, en ambassadeur. Exactement. Et à chaque fois, je me mets dans une logique d'excellence. Et qu'est-ce que je peux faire dans ce domaine pour être super bon, pour que mon client, ça soit facile pour lui. Tu sais, moi, je dis toujours en vente, il y a 1 kilo effort client en plus, c'est 1 kilo euro en moins. Dès que ton client il fait un effort pour comprendre ton offre, parfois, je dis sur des sites internet où ils sont trop simples. Et du coup, je me dis, bon, c'est un amateur qui est derrière. Où ils sont tellement complexes que je me dis, j'ai pas le temps pour ça. Et donc, qu'est-ce que je peux faire pour... Tu viens sur mon site internet, tout de suite, il faut que je t'interpelle. Je te transforme en prospect. Je veux que tu cliques, tu mettes ton prénom, C'est dur. Aujourd'hui, combien de fois on nous propose de laisser notre email? Moi, mon email, il est surchargé d'offres diverses et variées. Et régulièrement, tu colles ça dans les indésirables. Mais je laisse pas mon mail comme ça aujourd'hui. Tu vois, ça devient de plus en plus stratégique. C'est facile. Oh non, je ne couche pas facilement. Non, je ne suis pas comme ça. Mais tu vois, c'est ça qui est intéressant, c'est que il faut que tu sois vraiment professionnel. Et je crois que de toute façon, le Web 2.0 a marqué une nouvelle révolution, c'est que tout est devenu hyper professionnel. Regarde tes interviews, regarde le matos, l'assistante derrière, la qualité, la préparation, le type de personne que tu interviews. On sent qu'il y a une dynamique professionnelle et ça veut dire que toi, là, tu es en train de donner un niveau de standard à la profession qui fait que pour qu'on s'intéresse à ton business, on doit se dire il faut que je fasse au moins aussi bien, voire mieux. C'est-à-dire que la seule chose qui te permet d'éliminer ta concurrence quelque part, c'est d'être dans l'excellence. C'est ça. Donc la vraie dynamique, à chaque fois que je fais des efforts pour comprendre, pour avancer, pour déchirer en fait, à chaque fois que je suis dans cette dynamique-là, je le fais pour une seule raison. D'abord, je le fais pour mon client, j'ai mon intention client qui est bonne, mais en arrière-plan, plus je vais être bon, moins j'ai des personnes qui vont pouvoir être de niveau, et plus j'élimine la concurrence. Et puis ça va être dur parce que je dois avouer que j'ai fait 2 interventions avec David. L'année dernière et cette année, je suis juste le soufflet de la qualité de ce que tu peux proposer. Et c'est tellement différent, c'est tellement frais que finalement, je suis content que tu me dises qu'il faut se former avec les meilleurs parce que j'étais à côté d'un des tout meilleurs. Merci, c'est gentil. Et voilà, vraiment ce que tu as partagé avec nous, c'est juste exceptionnel. Est-ce que tu vois quelque chose à rajouter peut-être par rapport à... Ouais, je vois quelque chose à rajouter parce qu'en fait, souvent, je te dis une fois encore, j'ai une vraie passion pour la dynamique commerciale et souvent on me pose la question, c'est quoi les grandes étapes, tu vois? Et il y a une étape qui est souvent oubliée dans la logique commerciale, c'est ce que j'appelle moi les préliminaires. Parce que c'est exactement la même chose. Tu sais, on parle de relations sexuelles et on parle de relations commerciales. Donc, il y a une relation. Si on fait l'analogie à cette dynamique de la sexualité, sans vouloir être dans un truc frelatant et gras, tu vois, mais... Qui serait possible. Ça pourrait être possible hors caméra. Mais tu vois, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne se rend pas compte que si l'acte, il est bon parce que les préliminaires, ils ont été bien travaillés, de la même façon, la dynamique de négociation commerciale et la dynamique d'échange commercial, elle est meilleure quand tu fais des bons préliminaires. Les préliminaires, c'est quelque chose de très simple. D'abord, il y a de la présentation. Le nombre de personnes qui ne savent pas se présenter, c'est juste un truc de dingue. C'est-à-dire que moi, je peux te calibrer un bon vendeur à sa façon de se présenter. Et je vais même plus loin. Quand moi, j'interviens dans des formations en neurovente ou en neuromarketing, je leur dis, voilà, dans la façon de te présenter, tu dois immédiatement éliminer la concurrence. C'est-à-dire que quand tu te présentes, le gars va dire, celui-là, là, il est calibré. Ouais. Il est calibré. Ou alors, celui-là,
Je vais pas y frotter. Je vais pas y aller parce que je le sens pas. Et ça se travaille. Tu sais, moi, mon métier, j'ai d'abord commencé avec les sportifs de haut niveau. Il y a une chose qui m'a frappé, c'est que les mecs, ils s'entraînent sur des basiques. Quand tu regardes un mec comme Federer s'entraîner ou Nadal, tu pourrais dire, mais ils passent des heures de mentalisation, et ils se font des trucs de dingue pour... Non, coup droit, service revers. 4 heures. C'est simple. Tu as envie de te dire, mais je sais pas, peut-être que depuis, il s'est renvoyé une balle, le mec. Coup droit, service, revers. Et avec une seule logique, comment je peux faire pour améliorer le geste. Quand tu as compris ça, si tu te mets dans ces dynamiques en tant que vendeur, c'est comment chaque façon que je vais avoir d'appréhender mon client, comment je peux l'excellentiser, comment je me présente, comment je vais me poser à côté de lui et non pas face à face pour justement il n'y ait pas cet effort de soutenir un regard, comment je vais parler de moi. Une présentation, c'est simple, société, homme-produit. Comment je parle de ma société, comment je me présente en tant que mec, et qu'est-ce que je dis de mon produit. Après, tu as un rappel de l'objectif. Pourquoi je suis là? On va pas se mentir, je suis là pour te vendre quelque chose. Alors je vais le dire dès le départ. C'est clair. Voilà. Plus c'est clair, plus ça évite le truc du style. Ouais. Il essaye de m'embrouiller. Non, écoutez, voilà. L'objectif de cet entretien, monsieur, c'est d'apprendre à vous connaître. De me faire connaître à vous aussi. À l'issue de cet entretien, il y a 2 possibilités. Ou vous pensez que mon offre, elle est absolument géniale et je me permettrai de vous faire une très bonne proposition. Ou alors, c'est pas le moment. Ça ne correspond pas aux besoins immédiats. Vous aurez ma carte et le cas échéant, si un jour vous avez un besoin quelconque, je sais vers qui vous tourner. Et moi, si je peux vous aider d'une quelconque façon dans votre business, je le ferai. Voilà. Il y a aussi un truc, le droit à poser des questions. Le nombre de vendeurs qui viennent vendre et qui ne demandent pas l'autorisation, c'est un viol. Voilà, vous entendez? C'est un viol. Quand tu me poses des questions alors que tu ne m'as pas posé le droit, c'est pas OK. Parce que je considérais que c'est pas correct. Alors que si tu dis, OK, est-ce que vous m'autorisez à vous poser quelques questions sur vous, votre business, la façon dont vous êtes organisé, et que la personne te dit oui, tu es sûr d'une chose, c'est que derrière, à 100%, le gars aura ton écoute. Oui, c'est partie des choses que j'enseigne effectivement, et notamment même celle de prendre des notes, ce qui permet de prendre des notes. Voilà, et en plus, tu vois, dans mon métier, il y a une règle, c'est une règle déontologique. Donc il faut le rappeler quand tu as une dimension qui est une dimension déontologique ou ordinale, il faut rappeler que, naturellement, tout ce qu'on va dire dès maintenant, ça reste entre nous. C'est que si une information sort de ce bureau-là, c'est parce que vous en avez parlé. Rien d'autre. Parce qu'à partir de maintenant, j'ai mon devoir de réserve et je sais que ça va sans dire, mais ça va venir en le disant. C'est la partie de l'éthique commerciale. Et c'est pour moi, ça c'est les préliminaires. Une fois que ça c'est fait, toutes les ambiguïtés sont levées, je sais à qui j'ai affaire, je sais pourquoi il est là, et je sais que quoi qu'il arrive, je vais avoir une relation qui est une relation de respect. C'est-à-dire que derrière, quand tu déroules ton questionnaire pour aller chercher les vrais besoins, c'est du billard parce que tu n'as pas de résistance. Notre job, c'est de lever la moindre résistance à la commercialisation. Absolument. Voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter. Non, mais sûr, après, d'un point de vue, si tu peux penser à ça, état d'esprit du vendeur. Tu vois, donc là, on est d'un point de vue un petit peu client et tout ça, mais au niveau du point de vue état d'esprit du vendeur, alors, je retrouve, pardon, vas-y, je retrouve souvent, en fait, tu sais, des commerciaux. Moi, je fais pas mal de réorientation. Des fois, il y a des gens qui ont des taxis, infirmiers, qui ont envie de plein de métiers et qui se disent, j'aimerais bien m'essayer au commerce, j'aimerais bien faire ça. Mais je ne sais pas trop comment m'y prendre. Ils viennent me voir, je les forme, et souvent, le travail que j'ai à faire avec eux, c'est souvent ils me disent oui, mais ok, j'ai tout bien compris les techniques de commercialisation, mais dans ma tête, en fait, il a l'impression finalement de forcer le client, ou voilà, et ça se ressent dans l'entretien. C'est-à-dire qu'il fait tout bien, le gars. Techniquement, on va dire que... Il est bon. Voilà, on va dire que... moi, ce que je schématise du commerce en disant que c'est 20% de la technique et 80% de l'attitude. Et il est très bon dans la technique, puisque je lui enseigne ça. Mais dans l'attitude, en fait, moi, j'ai un gros travail qui fait partie de 80% de mon enseignement, qui est basé sur l'attitude, justement. Est-ce que tu as des clés à donner, justement, sur comment se sentir bien, à l'aise avec son produit, comment bâtir sa confiance autour du produit? Ouais. Tu sais, moi, j'ai fait beaucoup de travail de média training avec les hommes politiques. En 2005, on avait accompagné 17 personnalités politiques et 16 ont été élues. Alors, on intègre des techniques de neuromarketing, on intègre des techniques de communication, mais plus encore, tu vois, j'ai vu l'interview de Martin. Oui. Et Martin, il parlait de son mentor qui disait Don't prepare the speech, prepare the speaker. Okay. Et ça, c'est super important parce que je vais en dire, c'est exactement la même chose dans la vente. C'est qu'à un moment donné, tu as le fond, la méthodologie, la structure, il en faut. Maintenant, il faut quand même savoir qu'un argumentaire, en moyenne, ça compte pas pour plus de 30% dans une vente. D'accord? Donc, si tous les vendeurs du monde entier savaient ça, il y a un moment donné, c'est qui je suis.
Voilà. Et tu vois, tu devais quelque chose. La première des réflexions que je fais, que je mène avec, par exemple, des coachs qui vont arriver sur un marché, ça passe bien. Ils ont une compétence technique, je les ai formés, je les ai amenés à maturité, on va dire ça, et maintenant j'arrive à écouter mes petites poupées œuvrer. Bon, quand on avait ça il y a quelques années, on s'est bien rendu compte que il fallait entre 2 à 3 ans avant qu'ils arrivent à maturité commerciale, et on leur a dit, non, finalement, est-ce que notre job, c'est pas aussi de les amener à être présents sur un marché? Donc on leur a appris à vendre, faire du marketing et à vendre le métier de coach. Et ça a tout changé. D'abord, ça a changé le nombre de clients que je pouvais avoir, parce qu'il y avait un bon bouche à oreille autour de ça, bien sûr. Et puis, on les a préparés. Mais la première des choses que je lève, c'est quelle idée tu te fais d'un vendeur? Parce que c'est vrai que la plupart du temps, le vendeur, si je peux me permettre un peu de vulgarité, on a le sentiment que c'est une espèce de pute qui est à la solde d'une entreprise, qui va impérativement fourguer un produit. Moi, j'avais rencontré une fois un client, je ne citerai pas le nom de la société, mais il m'avait choqué ce mec, parce qu'il me disait le meilleur produit que j'ai à vendre, c'est celui qui est en stock. Et en fait, comme il achetait du matériel de masse, son matériel, même s'il n'était pas bon, il s'assurait qu'il soit vendu. Bon, à la société a déposé le bilan 10 ans plus tard. Ouais. Parce que tu n'as pas de logique d'éthique derrière, tu vois. Donc, il n'y a pas d'une relation win-win, en fait. Non. Et déjà, c'est quelle représentation tu te fais du vendeur. Et sache que si tu penses que tu as des vendeurs de voitures qui sont plutôt bas de gamme, tu as des vendeurs de Ferrari, tu as des vendeurs d'Aston Martin, c'est pas les mêmes. Des vendeurs de Mercedes aussi. Enfin voilà, les mecs, c'est pas On pareil. est sur un autre calibre, tu vois. Donc déjà, quelle est ta vision? Et 2, quel est l'état interne dans lequel tu es quand tu vas vendre? Parce qu'il y a quelque chose qu'on appelle les neurones miroirs. Là, ça va être un petit apport neuroscientifique. Merci beaucoup. Okay. Tes neurones miroirs, en fait, qu'on a découvert, on a découvert ça dans les années 90 et on les a comprises dans les années 2000. En fait, quand je te regarde, en l'espace, donc toi là, ta posture, ton mode de fonctionnement, tes pensées vont générer des connexions neuronales spécifiques. D'accord? Quand je te regarde, on appelle ça les neurones miroirs parce que grâce à ton langage non verbal et ce que tu exprimes, je vais avoir la même connexion neuronale instantanée dans mon cerveau. C'est-à-dire qu'en fait, si tu avais un schéma neuronal qui fait ça dans ton cerveau, et ben ça va faire ça dans le mien. C'est ce qui génère synchronicité, c'est un peu ça. Exactement ça. C'est-à-dire que je vais, en l'espace d'une fraction de seconde, avoir les mêmes connexions neuronales, quasiment les mêmes que les tiennes. D'accord? Et c'est ce qui va me permettre de percevoir ton ressenti. D'accord? Voilà. Et ce qui est intéressant, ça veut dire que je vais voir ton état interne, mais tu vas voir le mien. On va se calibrer tous les deux. C'est-à-dire que cet échange-là fait que l'autre va voir que je suis mal à l'aise. Et moi, je vais percevoir qu'il est mal à l'aise. Comme je perçois qu'il est mal à l'aise, je suis mal à l'aise. Et en fait, on se renforce cette dynamique-là. Donc, c'est quoi, c'est des ondes radio? C'est quoi? Non, c'est pas des ondes radio. C'est qu'en fait, si tu veux... je schématise, tu vois, mais il y a... C'est beaucoup plus technique que ça et en fait beaucoup plus pragmatique que ça. C'est-à-dire que ton langage non verbal, notre langage non verbal, il est inscrit dans la dimension biocellulaire, génétique et orchestré au niveau neuronal. C'est-à-dire que l'être humain, alors c'est ça, tu vois, que là il y a une grosse injustice à lever. Les hommes ont à peu près 6 aires spécifiques dans leur cerveau pour lire le langage non verbal. Okay, les femmes jusqu'à 12. Pour ça, vous faites tout le temps gauler quand on monte. Tout le temps gauler, ouais, c'est pour ça que les femmes sont plus... Donc, non, soyons la vérité, parce que de toute façon, on va se faire calibrer. Mais le principe de base, c'est-à-dire que l'être humain, il est équipé pour calibrer le langage non-verbal. Okay, et depuis ce non-verbal, je vais ressentir quelque chose qui va être de l'ordre du ressenti. La fameuse intuition. Okay. Donc, cette intuition, elle repose sur un schéma hyper spécifique. Cette intuition, elle repose sur ce qu'on est en train d'exprimer, sur ce que tu es en train de dire. Et c'est pour ça qu'il y a des moments où ton vendeur, il va être hyper structuré. Mais toi, en vérité, qu'est-ce que tu dis derrière? Je le sens pas. Et en fait, tout ça est lié à l'état interne. L'état interne, le ressenti du vendeur, c'est ce que j'appelle moi le bifidus actif. C'est que le bien qui fait à l'intérieur se voit à l'extérieur. Donc, ne rentre jamais chez un client contrarié. Ne rentre jamais si tu as peur. Et pour ça, ce qu'il faut faire, c'est éliminer toute forme d'enjeu. Okay, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je vais faire une vente, mais je ne joue pas ma vente. Je ne joue pas ma carrière sur cette vente. C'est une vente parmi tant d'autres. Et tu vois, moi, s'il y a une règle que j'ai appris en commerce, c'est une équation. CO, CN, PI,
Suivant. Certains disent oui, certains disent non, peu importe. Peu importe. Suivant. Toi, tu dois être dans une logique de masse, tu dois être dans une logique de contact, parce que ton métier, c'est un métier de contact. Ne joue pas ta vente, tu vois. Un jour, quand j'étais petit, je regardais une vieille vidéo de confiance. Mais oui, Björn Borg. Un jour, Björn Borg est interviewé. Alors, je sais que Björn Borg. c'est ça. Excuse-moi. Björn Borg. Ah oui, excuse-moi, tennisman. Oh, pardon, excuse-moi. Non, j'ai cru qu'il y avait un écart de génération. Ah, non, excuse-moi. Non. T'es fou, quoi. Je viens de me prendre très. Non, c'est le Björn que j'ai pas compris. Mais Borg, ok, d'accord. Borg, alors Borg. Un jour, tu m'as fait très très peur, ça je veux dire. Non, J'ai que 40 ans, merde. C'est pas. Tu vois, à Björn Borg, un jour, il y avait une journaliste qui disait c'est quoi votre secret? Bah, je frappe la balle. Ouais. Mais votre secret de tennisman? Bah, je frappe la balle. Bah, je le sentais un petit peu emmerdé dans les encourages, il est en train de me pourrir mon interview, tu vois. Oui, on fait, mais j'imagine qu'il y a un autre secret que simplement le fait de renvoyer la balle. Non, vous n'avez pas compris. Je frappe la balle. Mais je vois, vous avez un problème. Vous comprenez que je frappe la balle, pas celle d'avant ni celle d'après. Quand tu fais une vente, tu fais ta vente, pas celle d'avant ni celle d'après. Tu regardes pas combien tu vas gagner si ça marche. T'en fous. Toi, tu dois faire ton job. Ton job, c'est de présenter ton produit, de bien comprendre les besoins de ton client, de faire une bonne adéquation entre le besoin et ton produit. Si ça match, tant mieux. Ça match pas, next. C'est tout. Et si ça match pas, essaie de comprendre pourquoi ça n'a pas matché. Comprends quelles ont été peut-être les micro-erreurs que tu as commises pour pouvoir y arriver, pour que la vente d'après soit parfaite. Mais tout se joue dans l'instant, il n'y a pas d'enjeu. Excellent. Et tu sais, je fais beaucoup de... En plus, quand je fais de la réorientation, j'inclus également le coaching de carrière dedans. Et c'est exactement pareil face à un recruteur. Exactement pareil. C'est la même chose. Exactement pareil. C'est-à-dire que le gars, il va se sentir que si tu es à l'aise, si tu joues ta vie sur cet entretien, le gars, il va se sentir, il va se dire Pression. pourquoi a-t-il autant de stress? Est-ce qu'il est à la hauteur? Et un recruteur, il ne va pas penser obligatoirement il y a beaucoup d'enjeux pour lui. Il peut penser peut-être me cache-t-il quelque chose. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Alors que si je suis à l'aise, si je dis, vous savez, ok, je suis en phase de recrutement, j'ai des propositions, et que j'y vais librement et que je suis à l'aise avec le gars, il sent qu'il y a peut-être, d'abord, il sent qu'il y a un bon profil, et que il est si à l'aise, c'est qu'il y a peut-être autre chose, il a peut-être une assurance, une forme de sécurité, et dans ces cas-là, ton recruteur, la plupart du temps, il ne te laisse pas passer. Voilà, c'est comme ça. Donc, tout dépend de ton état interne ton ressenti, et voilà, détendez-vous, il y a des bonnes images positives, pensez aux meilleures ventes que vous avez faites juste avant, pensez à peut-être l'ancrage en BNL. Exactement, et puis détendez-vous, tu détends tes épaules, tu rien vu. Et dernière chose, quand on fait de la préparation de personnes sur des média training, je leur dis, ayez une intention, l'intention c'est, je m'autorise à mettre du charme. Un vendeur, c'est un charmeur. Ouais, voilà, tu fais tout ce que tu veux, on est au summum d'un jeu de séduction. Donc si tu mets du charme dans ce que tu fais, il n'y a aucun problème. Ça déroule. Merci pour ces beaux conseils, David. David, comment est-ce qu'on fait pour te retrouver? Comment est-ce qu'on fait pour venir? D'abord, j'ai un site internet qui s'appelle institut-neurosciences.com. Et puis j'ai un magazine en ligne qui s'appelle Potentiel Magazine sur le développement personnel et professionnel, qui est gratuit. C'est de la dynamite, les amis, je vous le dis. Donc vraiment, merci beaucoup, David, pour ce partage et d'avoir accepté cette invitation. Et bravo pour ton initiative, parce que ton blog il est topissime. Ce que tu fais est très bon, c'est de qualité, et tu mérites aussi la réussite que tu fais. Merci. Quel honneur. Merci beaucoup. À très bientôt.